Hé, dis-moi Albert, je me baladais dans la nature et quand j'ai vu la roche sur la montagne, je me suis demandé comment on pouvait observer les marqueurs de la collision à l'échelle de la roche. Alors Nathan, je vais t'expliquer après. Là, je rentre au studio. Donc, je vais te parler des marqueurs de la collision à l'échelle de la roche. Avant cela, laisse-moi t'expliquer comment marche cette collision. Dans une zone de collision, on a deux plaques lithosphériques continentales qui entrent en contact après la fermeture d'un océan. C'est la convergence avec un rapprochement des deux plaques à ne pas confondre avec la divergence, lors de laquelle les deux plaques vont dans des directions opposées et créent une faille que l'on appelle rift ou fossé d'effondrement en anglais. Pour en revenir à la collision, comme les deux plaques ont la même densité d'environ 2,7, les roches de chaque plaque s'écrasent entre elles, se plissent, se chevauchent, puis forment les chaînes de montagnes. L'Himalaya, par exemple, est le résultat de la collision entre les plaques indiennes et eurasiennes qui a commencé il y a des millions d'années. Mais ce n'est pas le cas de toutes les chaînes de montagnes à l'échelle mondiale. Les Alpes résultent bien de la collision entre l'Afrique et l'Eurasie, mais la cordillère des Andes résulte d'une subduction océanique avec la plaque Nazca qui passe sous la plaque sud-américaine et les Rocheuses d'une orogénèse par accrétion, la collision de microcontinents. Plusieurs phénomènes géologiques se déroulent ensuite. L'épaississement crustal, donc de la croûte des séismes, des chevauchements de nappes de charriage et, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, le métamorphisme. Le métamorphisme a lieu suite à une modification de la pression et de la température qui fait apparaître de nouveaux minéraux ainsi qu'un feuilletage devenu plus intense sous l'effet de la pression. C'est la schistosité. Les déformations dues à la collision sont visibles au microscope et même parfois à l'œil nu avec des minéraux, les feuillets et les micas qui se sont plissés. Il est également possible de voir quelques déformations à l'échelle macroscopique directement à la surface des roches. Comme vous pouvez le voir ici dans cette photographie prise au sommet du Chenaillet à Mont-de-Genèvre, dans les Hautes-Alpes en France, on peut y retrouver de la basalte et du gabbro, habituellement présents dans la croûte océanique, ce qui démontre bien la présence passée d'un océan dans les Alpes. On trouve aussi de la péridotite présente à l'origine dans le manteau. La présence de ces fragments de couches est expliquée par le charriage lors de la collision alpine. Bonjour, je suis Yves Perrette, le directeur de l'ITEM, et je me trouve au Bourget-du-Lac, en Savoie. Créé en 2003, l'ITEM est une unité mixte de recherche de l'Université Savoie-Mont-Blanc et du CNRS. Il est né de la volonté de rassembler des chercheurs en géosciences, géologie, hydrogéologie, géomorphologie, et en sciences humaines et sociales, géographie, économie territoriale, dans le but de résoudre, par une vision interdisciplinaire, les problématiques environnementales et sociétales propres aux environnements dynamiques et territoires de montagne et d'ITEM. Je vais y analyser une roche des Alpes. À l'œil nu, on voit bel et bien les plissements sur les roches, qui sont très visibles, et au microscope polarisant, on les voit aussi, avec des irrégularités marquées. La collision entraîne le charriage et la modification de la température et de la pression. Le charriage est à l'origine de la présence de péridotite et roches océaniques en montagne, et la température et la pression sont à l'origine du plissage des roches.